l'ONU vient d'ouvrir la boîte de Pandore. Le mot d'ordre était d'exterminer tous ceux qui tentaient de fuir à l'intérieur du Zaïre. Le monde ne le sait pas encore parce que les seuls médias qui contrôlaient cette guerre avaient reçu l'ordre d'étouffer cet autre génocide de la vengeance. Des centaines de milliers de Zaïrois furent abattus dans la foulée. Ces paroles sont tirées de mon livre Crimes organisés en Afrique centrale, Révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux, édition du Boiris, 2004, à la page 177. Ce 8 juillet 2019, à 20h47, un vieux rapport du Haut Commissariat pour les droits de l'homme, rendu public le 26 août 2010, vient d'être réactivé sur les toiles. Ce volumineux rapport de 600 pages a recensé les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en République du Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, entre 1993 et 2003. Et aujourd'hui, l'ONU relance ce dossier car elle estime que le massacre des réfugiés hutus rwandais commis par l'armée patriotique rwandaise, APR, de Paul Kagame, pourrait constituer un acte de génocide. Et déjà en 2010, les médias internationaux, dont notamment Le Monde et La Croix, prétendaient que si l'ONU avait décidé de fuiter exprès ce rapport accablant, c'était justement pour éviter que son contenu explosif ne soit édulcoré par la raison d'État. Mais 9 ans après la diffusion de ce rapport, rien n'y fit. Pourquoi? Toutefois, en relançant ce dossier du génocide des réfugiés hutus rwandais en RDC par Paul Kagame et l'APR, l'ONU vient d'ouvrir, malgré elle, la boîte de Pandore. Car l'examen de ce dossier amènera enfin l'enquête judiciaire à poser des questions de fond que l'on a escamotées dès le début des crimes commis depuis la première agression militaire de la RDC qui a eu lieu en 1996. L'enquête judiciaire devra déterminer d'abord tous les auteurs et les complices de ce génocide. Elle devra déterminer si Kagame et ses officiers de l'APR, dont James Kabarebe et Joseph Kabila, sont les seuls auteurs de ces crimes ou s'il y a d'autres complices qui les ont aidés à accomplir ces massacres. L'enquête devra aussi identifier toutes les victimes de ce génocide. Elle devra en effet déterminer si les réfugiés hutus rwandais ont été les seules victimes de ce génocide ou s'il y a eu aussi d'autres groupes qui ont été les cibles de ces massacres planifiés à l'est de la République démocratique du Congo. C'est sur ces deux points que je voudrais attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale afin que l'ouverture éventuelle de ce dossier que nous appelons de tous nos voeux depuis près de 20 ans ne soit pas instrumentalisée ni orientée vers les seuls objectifs des puissances occultes, car nous estimons que le dossier du génocide des réfugiés hutus rwandais à l'est de la RDC ne saurait être dissocié de celui du génocide des Congolais commis au même moment, sur le même territoire, par les mêmes auteurs et pour les mêmes objectifs. Examinons donc pour cela les deux questions de fond. La première question, qui sont les auteurs et les complices de ce génocide?
Dans son chapitre intitulé Résumé exécutif, sous-titre Histoire et mandat, à la page 3, le rapport Méping version française affirme, je le cite, que la découverte par la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, des 3 fosses communes dans le Nord Kivu à la fin de 2005 s'est imposé comme un douloureux rappel que des graves violations des droits de l'homme commises dans le passé en République démocratique du Congo, RDC, demeuraient largement impunies et fort peu enquêtées. Fin de citation. Partons donc de ce constat de l'ONU pour essayer d'identifier tous les véritables auteurs de ces crimes. Dans mon livre « Crimes organisés en Afrique centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux », de la page 166 à la page 171, j'explique la stratégie de Paul Kagame qui consistait à rejeter toutes les solutions qu'on lui proposait pour rapatrier les réfugiés hutus rwandais au Rwanda. Car dans ses calculs à lui, Kagame et ses alliés, il avait besoin de la présence des réfugiés hutus rwandais au Zaïre comme prétexte afin de justifier le plan d'agression du Zaïre établi d'avance avec les États-Unis d'Amérique dans le but de chasser Mobutu, objectif poursuivi par les Américains, et pour occuper l'est du Zaïre, objectif poursuivi par Paul Kagame. À cet effet, Kagame avait dit à l'ambassadeur de l'Union européenne, Aldo Ayello, ceci, je le cite, « J'irai faire le job moi-même au Zaïre ». Fin de citation. Et ce job-là consistait justement à éradiquer les génocidaires anti-incrimés Tutsis rwandais réfugiés au Zaïre. Les victimes des fosses communes ne sont donc que le résultat du job effectué par Paul Kagame et ses officiers de l'APR. Dans le reportage du documentaire Afrique en morceaux, le général rwandais James Kabarebe explique d'ailleurs avec toute l'arrogance comment il avait organisé et dirigé les bombardements des camps des réfugiés hutus rwandais de Sake et de Mugunga. Mais pourquoi en est-on arrivé à bombarder les camps de réfugiés de ces 2 camps qui regroupaient plus de 2 millions de réfugiés hutus rwandais, alors que, à l'initiative de la France, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté le 15 novembre 1996 la résolution 1080 qui avait décidé de l'envoi dans le Kivu d'une force internationale d'interposition pour protéger justement les camps de réfugiés hutus rwandais. C'est en répondant à cette question que l'on peut identifier clairement les vrais commanditaires des crimes. Et il s'avère justement que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont saboté cette résolution de l'ONU dont ils étaient pourtant eux-mêmes signataires. Rappelons pour mémoire que ce sont les experts du Pentagone sur le terrain des opérations à Goma qui avaient alerté leur hiérarchie à Washington pour lui expliquer que l'application de cette résolution de l'ONU de déployer une force d'interposition sous le mandat de chapitre 7, autrement dit, avec l'autorisation de faire usage des armes à feu, cette résolution-là mettrait à mal le plan des États-Unis de poursuivre l'offensive avec l'armée rwandaise sous couvert de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila jusqu'à Kinshasa pour chasser Mobutu. Et devant ce dilemme, l'attaché militaire américain au Maroc, à cette époque,
fut dépêché d'urgence à Goma pour apprécier cette situation et conseiller Washington. L'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa à l'époque, Dan Simpson, fut lui aussi consulté. Il a d'ailleurs publiquement fait son témoignage dans Afrique en morceaux en ces termes, je le cite.